60 minutes pour tout savoir sur la santé. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle émission sur la santé. Bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Le soleil brille. Oui, c'est un beau On ne jour. peut pas dire que tout va bien. Et on va sûrement comprendre pourquoi. Oui, mais enfin ça pourrait être pire aussi. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Bon, on va essayer d'aborder le printemps. Avec un peu d'élan, un peu de quoi Un peu de d'espoir baume au surtout. cœur, oui, un peu d'espoir. Nous allons parler de ce vaccin contre le Covid. On en parle partout. Je ne sais pas quand est-ce que nous, ici à l'antenne, on pourra enfin parler d'autre chose. Ça me tarde, hein. Très franchement, ça me tarde beaucoup. Ça devient lassant. Mais oui, parce que c'est du matin au soir et du soir au matin presque. Bon, alors nous, on met notre petite couche, mais on ne peut pas passer à côté d'une telle actualité. Oui, c'est difficile. Alors, on ne va pas parler des modalités de vaccination, ça, tout le monde en parle. On ne va pas faire le point sur savoir qu'il faut vacciner en premier, en dernier, s'il y a des centres, pas de centres. Bon, ça, c'est pas du ressort de la médecine, c'est du ressort de l'administration. De l'État. De l'État. Ils se plantent, bon, comme ils se sont déjà plantés pour la grippe H1N1, c'est pas la première fois, et on pouvait guère s'attendre à autre chose à partir du moment où on essaie de tout réglementer, de créer des schémas directionnels pour pouvoir vacciner la personne, alors qu'il eût été, semble-t-il, quand même beaucoup plus simple de faire comme pour la grippe, des doses individuelles et dire aux gens, allez l'acheter à la pharmacie, faites-vous vacciner par le médecin, et puis basta, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Il y a derrière, évidemment, toute une industrie... Pardon, on ne peut pas quand même... vous dites aller acheter le vaccin à la pharmacie et se faire vacciner. Mais là, on peut l'avoir gratuitement. Oui, non, mais ou le faire distribuer gratuitement, je ne sais pas. Hein, mais enfin, je veux dire, la vaccination contre la grippe, ça marche très bien. On vaccine je ne sais pas combien de millions de gens en 15 jours. Ah bon? Ah oui. En France? Oui, Ah en bon? France. Ah si. Ah bon? Les médecins vaccinent beaucoup contre la grippe. Et là, mais pourquoi ? Parce que les pharmacies sont approvisionnées, parce que les gens vont chercher leur dose, et ils passent chez le médecin ou chez l'infirmière, ils se font faire la piqûre, puis voilà. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire depuis longtemps. Oui. Par exemple, les pharmacies. Oui, non, mais bien sûr. C'est un peu comme les masques. Mais oui, non, mais de toute façon, ils ont raison. Ils ne vont pas vous dire qu'ils ont tort. Ils ont raison. S'ils ont pris ces mesures, c'est parce qu'ils avaient raison. Les masques, ça ne servait à rien. Ils avaient raison. Bon, on ne va pas revenir là-dessus sans cesse. Hein. Non, on va essayer de faire plutôt le point sur les différents vaccins pour indiquer à nos auditeurs les différences qu'il y a entre les vaccins. Alors, il y en a 4. Oui, actuellement, oui. Donc, on a 2 vaccins qui sont à ARN messager. C'est les vaccins Pfizer et Moderna. Ce sont des vaccins américains. Et on en a 2 qui sont fabriqués selon des procédés beaucoup plus classiques, qui est celui d'AstraZeneca et le Sputnik russe. Et puis un autre qui va arriver là sur le marché, dont je ne me souviens plus le nom, en américain. Alors, les 2 premiers d'abord. Les 2 premiers, les vaccins Pfizer et Moderna, sont des vaccins qui utilisent une nouvelle technique pour produire ces vaccins. Il faut rappeler ce que c'est qu'un vaccin. On injecte dans le corps une substance inactivée ou bien diminuée d'un produit pour lequel on veut développer des anticorps et une défense. C'est ce qui se passe avec la plupart des vaccins. Bon, là, ce n'était pas possible avec le coronavirus, parce que c'est un virus qui mute sans arrêt, et ça semblait difficile. Donc, il fallait trouver une autre méthode. Alors, chez Pfizer et chez Moderna, ils ont trouvé une autre méthode qui s'est développée à partir de recherches qu'ils faisaient sur des traitements pour le cancer, qui est de la manipulation génétique, c'est-à-dire qu'on fait intervenir dans les cellules de l'individu une substance qui va développer de l'ARN, qui va développer chez le sujet receveur la production
des protéines codantes du virus, c'est-à-dire des protéines qui vont développer la réponse immunitaire de la personne. Bon, c'est un procédé très séduisant, qui sera peut-être un procédé d'avenir, qui est un procédé intéressant. Ça a pu être mis en jeu assez rapidement, parce que justement, ils utilisaient cette technique pour d'autres pathologies, mais ce n'était pas pour des vaccins. Pour les vaccins, le problème qui se pose, c'est de savoir, s'il sera efficace. Il semble que oui, qu'il est efficace. Et le deuxième, c'est les effets secondaires. Et les effets secondaires, étant donné que c'est tout nouveau, on ne sait pas quels seront les effets secondaires à moyen et à long terme. Alors peut-être qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura peut-être pas. Il sera peut-être très très bien supporté par tout le monde. Il n'y aura peut-être pas d'effets secondaires. Mais on n'en sait rien. Et c'est ça qui est un peu embêtant, parce que donner à des gens en bonne santé un produit pour les protéger, bien sûr, mais qui est peut-être susceptible dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, de provoquer des maladies, c'est un peu embêtant. Moi, je sais qu'en tant que professionnel, j'ai jamais prescrit un médicament dont je ne connaissais pas les effets secondaires. Et s'il y avait des effets secondaires, je les prenais en compte et je faisais un rapport bénéfice-risque. Mais dans le cas de ce vaccin Pfizer, on ne connaît pas les effets secondaires à moyen terme. Alors, pour le labo et pour les scientifiques, c'est une très bonne expérimentation, puisqu'on va tester sur plusieurs millions, dizaines de millions de personnes. Donc, on saura dans quelques années si ce type de fabrication de virus peut entraîner des effets secondaires néfastes ou pas. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc c'est quand même assez grave ce que vous êtes en train de nous dire. C'est la population qui sert de cobaye, quoi. Oui, oui, bien sûr, puisque ces vaccins, tout comme les autres d'ailleurs, sont en phase 3 d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini la phase 3. Et d'habitude, on les distribue dans le public quand on a fini la phase 3 et qu'on arrive en phase 4. Ceux qui se font vacciner sont courageux. C'est un pari, est-ce que je prends le risque d'attraper le virus et de peut-être mourir? Je rappelle 0,5% de morts. Ou bien est-ce que je me fais vacciner, quitte à ce qu'il y ait des effets secondaires plus tard, mais je serai peut-être mort, donc je n'aurai pas ces effets secondaires. On dit aussi, je l'entends dire, ça, j'évite que les autres soient contaminés. Oui, alors ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Voulez-vous l'entendre dire? Souvent, la vaccination permet de diminuer la charge virale de l'individu, donc ces postillons sont moins porteurs de virus, mais ce n'est pas automatique. Et pour le coronavirus, on ne sait pas si les gens vaccinés sont vraiment non contagieux ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, on est en face d'une épidémie mondiale grave. Je comprends qu'on cherche à vacciner les gens pour acquérir une immunité de groupe qui va nous permettre de vivre normalement. Alors ça, c'était pour les 2 premiers vaccins, Voilà. Pfizer et Moderna. Alors, les 2 autres. Alors, les 2 autres sont des vaccins qui sont fabriqués selon une méthode tout à fait différente, qui est une méthode bien connue. On utilise un virus inactivé pour pénétrer dans l'organisme, et on lui fait porter, à ce virus, par manipulation génétique, on lui fait porter le gène qui code la protéine, dont le nom m'échappe de là, qui code la protéine capable de faire développer des anticorps par le sujet. C'est par exemple ce type de vaccin qu'on a pour des tas de vaccins classiques. La rougeole, je crois, est fabriquée comme ça. Enfin bon. Donc cette technique, on la connaît bien. On connaît les effets secondaires en général, à court terme, à moyen terme. Et pour le vaccin Pfizer, on utilise un adénovirus de singe auquel on a greffé la protéine spike, voilà le nom que je cherchais, pour faire développer chez le sujet receveur des anticorps, puisque c'est cette protéine qui est caractéristique du coronavirus et qui permet, si l'organisme la reconnaît, ça lui permet de fabriquer des anticorps contre le coronavirus. Et puis le vaccin Sputnik, qui est russe, qui est fait selon exactement la même méthode, si ce n'est que l'adénovirus utilisé comme porteur n'est pas un adénovirus de chimpanzé, mais un adénovirus humain
qui généralement donnent des rhumes. Voilà. Comme un virus influenza, etc. Et puis alors, il y a le dernier sorti américain qui va sortir, qu'on va avoir en France dans un mois. Je ne sais plus quel est le labo qui est fabriqué sur la même méthode. Alors, ce sont des virus ce sont des vaccins et non pas des sérums qu'on entend souvent dans la presse audiovisuelle. Un sérum, c'est tout à fait autre chose. Ça n'est pas un vaccin. Ce sont des vaccins qui peuvent provoquer des effets secondaires, comme tous les vaccins. Je veux dire, c'est pas... Là, on s'est affolé parce qu'il y avait quelques cas de thrombose ou d'embolie. Je comprends qu'on s'inquiète, mais vu le nombre de gens vaccinés, ça reste une proportion extrêmement faible. L'ennui, c'est qu'on ne savait pas que ça pouvait donner ça. Et que donc, on a sans doute vacciné des gens qui étaient fragiles de ce côté-là. Si on le note comme étant un effet secondaire possible, à ce moment-là, on peut soustraire de la vaccination les gens qui ont déjà eu des antécédents de ce type, de façon à ce qu'ils ne prennent pas le risque. Mais tous les vaccins ont des effets secondaires du type grippal, la fièvre pendant un jour ou deux, Alors, fatigue. Une question. Est-ce que les gens qui vont subir des effets secondaires, pensez-vous que on rendra public ces effets secondaires, le nombre de gens qui ont été juste malades, les décès moi, j'entends autour de moi. J'ai 2 cas là, 2 cas très suspects. Oui, on les aura. Alors, autant à une époque, on faisait passer les décès sur le Covid, et maintenant, les décès, est-ce qu'on risque pas de les mettre dans une autre branche, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est très difficile. On le saura, mais on le saura dans 4-5 ans, voilà, quand on aura recoupé différentes études et qu'on arrivera à des conclusions qui sembleront fiables. Pour l'instant, on en sait strictement, on en saura strictement mais dans tout rien. ça, là, qui c'est qui est responsable? Alors, qui c'est qui est responsable? L'ennui, c'est que ça devrait être le labo. Or, le labo Pfizer, et Moderna sans doute aussi, puis les autres, Astra sûrement ont fait la même chose, ont fait signer par les autorités européennes, avant qu'ils achètent, ou comme condition pour leur fournir X quantité de vaccins, ils ont fait signer un protocole disant que les effets secondaires seraient pris en charge par la communauté européenne et non pas par le labo. Oui, c'est remarquable, oui. C'est remarquable. Ça prouve la puissance qu'ont les labos par rapport aux décideurs. Et moi, si je vais me faire vacciner, que j'ai des problèmes par la suite, qui c'est qui prend en charge? Eh bien, dans un premier temps, ça sera sans doute l'État, et l'indemnisation, ça sera la communauté européenne, puisque vous ne pourrez pas vous retourner contre le labo. C'est incroyable. Nous allons faire une première pause, docteur Lacroix, et nous nous retrouvons là dans quelques minutes. CLC Média, la web radio de Coutral. Vous êtes à l'écoute de l'émission Libre Santé avec la participation du docteur Jacques-Michel Lacroix. Parlons bien évidemment du Covid-19 et plus particulièrement du vaccin. C'est malheureusement encore d'actualité, peut-être pour quelques semaines, peut-être quelques mois encore. Vous nous avez présenté les différents vaccins qui existent, les risques, vous en avez parlé aussi un petit peu. Enfin, les premiers risques, les premiers effets secondaires reconnus, parce qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Qu'on ne connaît pas. Ah oui, forcément. Ils vont apparaître progressivement. Et alors vous qui êtes un professionnel de santé, comment peut-on rassurer des gens en leur disant, vous dites la vérité, d'autres, parce que on les voit, tous ces professionnels de santé, pardon, vous n'êtes pas tous pareils, heureusement, sinon vous ne seriez pas là. Mais voilà, ils sont à la télévision, ils sont sur les plateaux de télé, ils disent tout et n'importe quoi. Pour certains, je ne les mets pas tous dans le même sac. Mais comment peut-on rassurer des gens qui sont en attente d'un vaccin et voilà, on les vaccine et il y a un risque, on ne le connaît pas, mais peut-être que ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer. Non, mais au lieu de dire la vérité aux gens, ceux qui sont invités sur la plupart des grands médias audiovisuels, ils disent ce qu'il est de bon ton de dire, et c'est pas de l'information, c'est de la propagande. C'est pas la même chose.
Ce qui ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux. Hein. Ça veut dire qu'ils tiennent un discours destiné à faire aller la population dans ce sens-là. Et on se garde bien de dire ce qui pourrait l'embêter. Donc, voilà. Quoi dire, mais il suffit de regarder les stations de radio, de télévision les plus écoutées, de regarder à qui elles appartiennent, et de se Juste dire... après nous, bien sûr. Hein, oui, bien sûr, j'ai pu écouter après nous. Il suffit de voir à qui elles appartiennent pour savoir que de toute façon, ces gens, un journaliste ne dira pas ce que les propriétaires de la station n'ont pas envie de dire. Ou alors il le dira une fois, pas deux. Bon, donc tout est comme ça. Alors, ce qui ne veut pas dire que... Attention, qu'on ne confonde pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire vacciner. Hein. Le vaccin est sans doute, là, pour l'instant, c'est pas la seule arme, parce on commence à savoir traiter un peu le Covid quand même. J'espère bien, je souhaitais que vous en parliez. Voilà. On commence à en parler un petit peu, j'ai entendu aujourd'hui. Oui, on commence. Traitement, mais si, mais là, mais oui, mais pourquoi pas On commence à s'apercevoir que depuis un an, les médecins généralistes qui n'ont pas attendu que le ministère leur donne des ordres se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient sous la main, avec de l'ivermectine, avec de l'hydroxychloroquine, avec des antibiotiques, avec des corticoïdes, et que dans la plupart des cas, ils arrivaient à éviter l'hospitalisation des malades. Donc, heureusement qu'on commence à en parler. Mais c'est bien tard, moi, je trouve. Oui, c'est tard seulement. Seulement, c'est pas les gens qui sont sur le terrain qui ont les oreilles et les haut-parleurs des médias. Ce sont ceux qui ont les haut-parleurs des médias, c'est très simple. C'est la PHP, c'est-à-dire les hôpitaux de Paris et l'assistance publique de Paris et tous ceux qui sont bien avec eux. Entre autres, notre petit ministre de la Santé, là, un petit roquet qu'on a qui s'appelle Véran. Bon, qui est un garçon charmant. Point. C'est que ils font de la com pour arriver, parce que si vous voulez tenir un discours honnête, qui fasse intervenir les différents aspects des problèmes, ils seraient obligés de reconnaître qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et ça, ils ne veulent pas le reconnaître. Et alors en particulier ces erreurs, et c'est le lien qu'on va faire avec heureusement, la Cour des comptes... Je voulais juste pardon Jacques, mais docteur Jacques, mais Lacroix. Alors je voulais juste parler, parce qu'en ce moment, il y a une accélération pour cette vaccination. Encore aujourd'hui, le président de la République s'est déplacé, et vaccination presque à la nuit, quoi, jour et nuit. Et qu'est-ce que c'est si on veut éradiquer le virus... C'est pas le confinement. Le confinement, ça sert mais on manque de doses, là, actuellement. Ça sert à rien. C'est les gestes barrières et la vaccination. Condition d'avoir les doses et à condition de bien connaître les effets secondaires de façon à trier les gens qu'on vaccine. C'est-à-dire, vous, on peut vous vacciner, vous, on peut pas. Et si on arrive à vacciner suffisamment dans la population, on peut espérer reprendre une vie normale. Sous peu. Donc, je suis tout à fait favorable à la vaccination, mais à condition de bien connaître les effets secondaires de façon... Qui serait contre ? Je pense que c'est très limité. Très limité. Il y a sûrement quelques irréductibles, mais... Non, mais je parle des effets secondaires, par exemple, si vous avez déjà eu des antécédents de phlébite ou des antécédents d'embolie pulmonaire, il vaut mieux pas utiliser l'Astra, parce qu'il est peut-être susceptible de favoriser ça. Voilà, mais ces effets secondaires, pour l'instant, on ne les connaît pas bien. C'est ce qui est dommage. Alors justement, vous vouliez parler, c'est moi qui vous ai un petit peu coupé, mais bon, pardon, dans le fil conducteur, vous vouliez parler de la Cour des comptes qui fait un petit rappel à l'ordre sur les lits d'hospitalisation, par exemple. Oui, la Cour des comptes, heureusement, là, on peut pas dire que ceux-là, ce sont des complotistes. Hein. La Cour des comptes, elle fait des rapports extrêmement intéressants sur tous les sujets, qui ne sont jamais suivis, c'est bien dommage, mais bon, elle fait des rapports extrêmement intéressants, bien documentés, et ce sont des gens qui sont à l'abri des intérêts en général, donc qui peuvent avoir une parole libre. Alors la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle dit sur son dernier rapport sur l'épidémie ? Eh bien, elle dit que ce qui est scandaleux, c'est que
ces dernières années, on n'a pas suffisamment investi en lits, en personnel dans les services. Ça fait 30 ans qu'on supprime des lits d'hôpitaux. Ça fait 30 ans qu'on diminue le nombre de médecins, le nombre d'infirmières. Alors quand nous arrive une tuile sur le dos comme une épidémie massive, eh bien, on peut pas, on est submergé, on peut rien faire. Mais ça, il est heureux que ce soit la Cour des comptes qui l'ait dit. Ils disent qu'au 1er janvier 2020, il y avait 5080 lits de réanimation en France. En déprogrammant, c'est-à-dire en ne faisant pas rentrer en réa tous ceux qui auraient pu y rentrer parce qu'ils auraient dû être opérés, ensuite suivis en réa pendant 8 jours. On a retardé tout cela. On a pu augmenter la capacité. Mais à quel prix, dit-elle? Et oui, au prix de retarder des interventions, comme des interventions sur des cancers ou des choses comme ça. Et en plus, ce sont la plupart du temps des gens âgés qui sont admis dans ces services, avec peu de chances de survie quand même, parce que un sujet de 90 ans qui est diabétique, qui est en surpoids et qui chope le Covid, ben on va le mettre, s'il s'étouffe, on va le mettre en réa, mais on sait très bien qu'il a une chance sur 2 de s'en sortir, mais pas plus, quoi. Et alors, il eût été logique et agréable d'entendre, quand on a été au début de cette épidémie, que le ministre de la Santé vienne et dise, voilà, on est débordé, on est submergé, on ne sait pas si on va pouvoir faire face, c'est pas de notre faute, c'est 30 ans de politique sanitaire derrière nous qui ont fait qu'on arrive dans cet état. Alors, on prend le taureau par les cornes. Première mesure immédiate, de façon à essayer de colmater les brèches dans le trou, dans le navire. Et deuxièmement, on met tout de suite en place un plan de développement des services de soins intensifs, des services de réa et des lits d'hôpitaux, de façon à ce qu'on ne soit pas amené à revivre une situation identique dans les années qui viennent. Ça, j'aurais aimé l'entendre. Mais c'est pas demain la veille qu'on va l'entendre. Au contraire, ils continuent à supprimer des lits. Parce que... L'aberration totale. Non, pour eux, c'est logique. Pour eux, la santé, et les hôpitaux en particulier, heureusement qu'il y a la santé privée et la médecine de ville, qui ne réagit pas comme ça, mais la santé publique est traitée et gouvernée comme une industrie comme une autre. C'est-à-dire, c'est rentable, c'est pas rentable. Si c'est rentable, je fais. Si c'est pas rentable, je laisse tomber. Malheureusement, c'est ça. On a multiplié le nombre d'administratifs dans les hôpitaux, on n'a pas multiplié le nombre de médecins. Bon. Pourtant, les hôpitaux, c'est fait pour soigner. Pour soigner, il faut des médecins, il faut des infirmières. Pour un directeur d'hôpital, si vous avez 10 lits de réanimation, que ces 10 lits soient pleins qu'à 60% la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a que 6 lits et qu'il y en ait 4 de vides, bah, il dit ces 4 lits ne vous servent à rien. Donc je les supprime. Mais si il y a, je sais pas moi, un déraillement de chemin de fer, une épidémie, comment on va faire pour accueillir les gens? Je dis souvent, heureusement que nous ne sommes pas en guerre. Hein, parce oui. que... Alors comment on va faire pour accueillir les gens? Et ils vous répondent, c'est pas grave, on en envoie 2 à Nantes, 3 à Strasbourg et 4 à Montpellier. Lamentable. Autrement dit, ils gèrent l'hôpital comme une industrie à flux tendu. Seulement, le malade, c'est pas des poignées de portières de voiture ou je sais pas quoi. Il a une famille, bon. Donc c'est parfaitement, je trouve, on peut pas dire criminel, mais pas loin de traiter les malades comme ça. Or, c'est la politique qui est tenue depuis 30 ans dans les hôpitaux publics. Et maintenant, on s'aperçoit de ce qu'il y a. Alors, quand arrive une épidémie qui nous tombe sur le dos, on n'a pas les moyens. Alors, comme on n'a pas les moyens, eh bien, on dit, on confine. Autrement dit, on va essayer de réduire la charge de malades plutôt que d'augmenter les possibilités de traitement. C'est comme si les pompiers avaient une grande échelle qui ne peut monter qu'au 3e étage et que le ministre des pompiers décide, par un décret, d'interdire les incendies au-dessus du 4e. Plutôt qu'acheter une grande échelle qui va jusqu'au 10e étage. Là, ce qui est très surprenant, c'est que cette épidémie dure depuis 1 an. On a eu quand même, en 2020, mars, avril, on aurait peut-être pu en tirer des conséquences. Et là, on se rend compte aujourd'hui que
On n'a pas beaucoup avancé sur le sujet. On aurait pu en tirer les conséquences, oui. Mais comme le dit la Cour des comptes, les effectifs sont calculés au plus juste. Résultat, dès qu'il y a surchauffe, on n'a pas de volant de sécurité. C'est une gestion à flux tendu qui s'explique notamment par le modèle de financement de l'hôpital. Les charges augmentent et les tarifs diminuent. Ouvrir un lit supplémentaire, c'est creuser le déficit. Alors il faut savoir si la santé, comme l'armée, comme l'éducation nationale, doivent être rentables. On pose la question. Allez, nous allons faire une pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes, comme d'habitude. CLC Média, CLC Média. la web radio. La web radio, bien évidemment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À la technique, notre ami Jean-Yves Bernard qui est là. À la vidéo, notre ami Gérard Pommier, fidèle au rendez-vous. Nous reprenons, c'est vrai, un petit peu le cours normal de nos émissions. Vous aurez même des nouvelles émissions dans très peu de temps. La presse commence à en parler et nous allons aussi nous transformer un petit peu. Là, il y a des choses qui se préparent, qui vont nous rendre ici la radio pas plus agréable, mais plus facile. Voilà. Hein. Je pense que j'ai utilisé le bon mot, Jean-Yves. Bon, voilà. Alors, en tout cas, ce soir, jusqu'à pratiquement 18h, c'est Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix. À 18h jusqu'à 19h, je recevrai Patrick Mercier, qui est le premier adjoint à la ville de Coutras. Nous allons parler budget, nous allons parler argent avec Patrick Mercier, que vous connaissez, que nous avons déjà reçu à maintes reprises ici à l'antenne de CLC Média. Alors, quelques brèves, je crois bien maintenant. Oui. On commence par laquelle? La plus olé olé ou encore qu'elle n'est pas olé olé, puisque pas olé, non, je l'ai entendu sur l'info nationale pour des tests de Covid. Oui, un peu particulier. Alors, quand les gens font la queue sur le trottoir pour se faire tester, là, par un écouvillon dans le nez, ils peuvent faire la queue, puis la tête comme ça. Mais là, ça va être plus marrant parce que ils feront la queue, mais déculottés, les fesses en l'air, parce qu'il y a l'Institut Pasteur, entre autres, et les Chinois, qui ont trouvé qu'il était plus fiable de faire un prélèvement rectal pour voir quel type de virus... De la même façon que pour le nez ou... Voilà. Ouais. Ah, enfin, oui. je suppose, c'est un écouvillon, je vois. Donc, Mmh. un écouvillon, c'est pas très gros. Hein, il y en a qui vont être déçus. Mais bon, et donc, c'est un... Il propose un prélèvement à J0 et à J7, rhinopharyngé, ou un prélèvement profond, à privilégier, entre parenthèses. Profond. Avec une... J'aime bien la précision. Voilà. Donc, est-ce que certains y prendront goût? Je ne sais pas. Enfin bon, ça Voilà, peut ce être... sera pour une certaine clientèle. Oui, peut-être, peut-être pas. Mais toujours est-il que ça existe et que ça va peut-être se vulgariser. Bon, après tout. Après tout, oui, pourquoi pas. Parce que des fois, dans le nez, c'est pas très agréable. Hein. Oui. La dernière fois, pour moi, personnellement, bon, ça dure pas longtemps, mais quand même, quoi. Alors, d'autres brèves, cher docteur Lacroix. On parlait des vaccins, et là, il y a un médecin polonais qui avait été filmé en train de se moquer des opposants au vaccin, et qui avait fait des réflexions très désagréables vis-à-vis de ces gens-là. Et puis, il est décédé 19 jours après avoir été vacciné. Alors, c'est bien triste, remarque, parce que ce monsieur se moquait de ceux qui se méfiaient des vaccins et de la 5G, et puis... Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais... Voilà. Et malheureusement, il est mort 19 jours après, et il semble bien qu'il y ait un lien de cause à effet avec cette vaccination. On parle d'un aide-soignant qui est décédé suite à une thrombose et suite aussi au vaccin en France. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on ne saura pas tout dans ce domaine-là. On le saura. J'en suis quasiment sûr. Mais peut-être pas tout de suite, oui. D'autres petites nouvelles. Comme vous voulez, cher ami. Deux autres, oui. Allez. Une qui est simplement sur le... On est en train de nous ficher, et de nous ficher
de manière sanitaire en plus, étant donné que les big data et les logiciels ont fait de gros progrès pour permettre des diagnostics, pour permettre des choses comme ça. L'industrie, les autorités, certaines autorités, voudraient absolument ficher tout le monde sur le plan sanitaire. Et on peut penser... Peut-être pas que sur le plan sanitaire, même. Oui, non, bien sûr. Et on peut penser qu'ils y arriveront parce que dans le monde du 12 février, par exemple, on montre que la libre circulation des données médicales et de santé publique va s'accélérer de manière exponentielle. Et alors l'épidémie, là, va bien accélérer les choses. Ne parlons pas de si on veut faire un passeport sanitaire ou autre. Il faudra dessus qu'il y ait le nom, tout, savoir si vous avez eu la ch'touille, si vous avez eu, etc., etc. Bon. Donc, c'est une atteinte au secret médical. Oh, j'allais le dire. Le secret médical n'est pas là pour protéger les médecins, il est là pour protéger les malades. Hein. Et on peut se demander si ce classement des gens dans des immenses banques de données en fonction de leurs critères sociaux, pardon, pas sociaux, sanitaires, c'est une menace, bien sûr, au secret médical, à l'éthique, et c'est une tromperie sur la finalité d'une application, parce que le manque de fiabilité, en plus des capteurs qui seront utilisés, fait qu'ils pourront être piratés par n'importe qui. On va vous dire, oui, mais ces données seront uniquement accessibles. Oui, bon, ça, on sait très bien que c'est bien sûr uniquement accessible à ceux qui ont accès et à tous les autres qui se débrouillent pour y avoir accès. Donc, bon. J'aurais tendance à dire, faites attention avec votre téléphone portable. Oui, par exemple, oui, surtout, sur les applications santé, oui, le nombre de pas par jour. Et là, quelque part, vous êtes fliqué. Hein, bien sûr. Faites très attention à ça. Et un jour, comme chacun ça, fait ce qu'il veut. vous irez à la banque, vous demanderez un prêt, et on vous dira 3 jours après, ben non, on ne peut pas, et puis en fait, parce qu'on aura vu que vous avez eu un infarctus, on aura vu que vous ne faites que 10 pas dans la journée, que vous êtes en surpoids, et que patati, que vous risquez donc de faire des maladies, et ou bien on ne vous assurera pas. Donc, tout ce qui, jusqu'à présent, était protégé par le secret médical, et faisait courir un risque alors aux assureurs ou aux financeurs, d'accord, mais enfin, c'est leur métier de couvrir les risques. Et ils sont des abacs pour savoir quels risques ils peuvent couvrir et en fonction des primes qu'ils vont demander. Mais là, il faut faire très attention. Les données de santé, ne les donnez pas, ou le moins possible. Alors déjà, il y avait eu quelques années... Il y a déjà même peut-être 20 ans qu'ils voulaient mettre en place le dossier médical informatisé et partagé. Bon, les médecins, là, ont freiné des cas de fer là-dessus, en disant, oui, mais c'est utile si vous arrivez à l'hôpital, si on ne sait pas ce que vous avez eu. Bon, non, ce n'est pas du tout utile. Pardon. Le malade, soit il est inconscient, parce qu'il est dans le coma, parce qu'il a eu un accident de la route, et à ce moment-là, on se fout éperdument de savoir ce qu'il a eu, parce que ce qui compte, c'est son état immédiat de sortir de là. Soit il est conscient, il peut dire, bah oui, je suis asthmatique, il n'est pas stupide, le malade, quand même. Hein. Donc, on n'a pas besoin de toutes ces données. Voilà. Une dernière brève. Allez, une minute. Allez, 1 minute. Sur le tabac, le vapotage et le virus. Ah, le vapotage. Moi, j'ai toujours été contre. Alors, les anti-tabac et les anti-vapoteurs disent que ça augmente les cas de contagion. Et les autres disent non, ça n'augmente pas. Donc, difficile à savoir. Donc là, on a un peu parlé pour ne rien dire. On a parlé, exactement. Non, mais le vapotage, justement, en dehors du Covid, est-ce que c'est pas dangereux quand même pour les poumons, puisque on inhale de la vapeur d'eau? Oui, mais est-ce que je me trompe? Ça serait que de la vapeur d'eau, ce serait pas gênant. Mais c'est la vapeur d'eau plus des essences aromatiques et qu'on ne sait pas ce que... Mais la vapeur d'eau, ce n'est pas gênant? Non. Ah bon? Que la vapeur d'eau, non. Ça fluidifie les sécrétions. D'accord. C'est pas très gênant. Bon. Mais c'est des essences aromatiques qu'on met avec. Il y en a qui sont sans doute anodines et sans problème. Il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas sans problème. Ah, oui. Eh bien, cher ami, docteur Jacques Lacroix, nous allons nous retrouver en direct dans 15 jours, puisque cette émission, je vous le rappelle, est rediffusée mardi prochain, à la même heure, entre 17h
et 18h, avec bien sûr, grâce au docteur Jacques Lacroix, des nouvelles de la santé. Et en ce moment, c'est assez chargé. Bonne semaine, bon 15 jours. Dans 15 jours. Et bon anniversaire aussi, puisque Merci. aujourd'hui, on aurait dû le faire en début d'émission. Nous aurions eu la foule ici devant, Certainement. la porte. Et bon, tant pis, vous allez repartir sans cadeau. On va essayer de trouver quelque chose dans le studio. Bon anniversaire, Jacques Lacroix. Et puis, Merci. dans 15 jours maintenant, je vous rappelle que dans 10-15 minutes, je reçois Patrick Mercier, qui est le premier adjoint à la ville de Coutras.